Cosa Vostra. Nos concurrents, justement, sont plus Lagardère, Mondadori, aujourd'hui CMI, Reworld et Figaro Monde, mais c'est tout le monde qui est sur le digital. Et heureusement, parce que en fait, du coup, ça ouvre le marché. À la fois, ça fait peur, mais surtout, en fait, ça inspire, ça encourage. Et si on cartonne aujourd'hui en digital, c'est justement parce que on a poussé les frontières dans un nouveau marché beaucoup plus élargi. Pour le résumer, il vaut mieux d'avoir un petit bout d'un camembert beaucoup plus élargi qu'un grand bout, une grande partie d'un petit morceau de fromage. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors on l'a appris en décembre dernier, fait assez inattendu, Prisma se fait racheter par Vivendi. Dernier mouvement dans un marché en perpétuelle évolution. Le timing était donc bon pour rencontrer mon invité Philippe Schmitt, Chief Transformation Officer de Prisma Media. Philippe, bonjour. Bonjour François. Enchanté et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Philippe, toi tu as un parcours qui est 100% Prisma, j'ai envie de dire. Depuis 15 ans, tu es chez Prisma. Et avant ça, tu avais même fait 4 ans chez Gruner & Jahr, puis donc directement chez Prisma. Tu as donc un parcours 100% presse dans un seul groupe. Tu es un pur sang. Est-ce que tu te considères comme un bébé Prisma, un bébé Gruner & Jahr ou un bébé Bertelsmann? Excellente question. Certes, je crois un petit peu Bertelsmann by design. En même temps, la presse, en fait, en 15 ans, je pense qu'elle a évolué comme peu d'autres secteurs, comme peu d'autres médias, c'est sûr. Je dis souvent, la presse est un petit peu la presse des années 2000, c'est un peu la musique des années 90. Elle était obligée de bouger énormément et je pense que Prisma, on en parlera peut-être aujourd'hui, a fait preuve que cette transformation donc dite digitale, elle a fait ses preuves et nous nous définissons plus comme juste groupe de presse, mais plutôt comme groupe full media avec une ADN de presse, ce qui oblige, on va dire, une déontologie journalistique et une rigueur, on va dire, des informations dans un air fake news, c'est précieux. Mais encore une fois, groupe full media, ce qui veut dire donc de embrasser l'ensemble des formats pour s'adresser vraiment aux lecteurs vidéonautes, internautes, mobinautes, audionautes, là où ils sont et sur le device qu'ils attendent. C'est intéressant et ça rejoint ma question suivante, mais à laquelle tu réponds. Je voyais sur Wikipédia que Prisma était présenté comme un groupe bimédia et j'allais te dire, est-ce que ça sonne pas justement 13 années 2000-2010 pour toi, cette définition sur Wikipédia, elle est déjà obsolète, donc. Ah oui, complètement. Parce que bimédia, ça veut plus rien dire, si ce n'est que peut-être le online et le offline au sens large. Mais en fait, nous sommes des êtres déjà bimédia parce que nous vivons en fait évidemment en physique, mais de plus en plus nous consommons des contenus aussi dans le online. Donc finalement, si je donnais un petit peu un flair de modernité au bimédia, ça veut dire tout simplement de correspondre à la vie. Et l'appellation full media, qui est un peu la nôtre, elle exprime plutôt la quintessence de notre raison d'être, qui est vraiment d'adresser l'ensemble des Français sur l'ensemble des contenus. Ok, c'est très clair. Donc il faudra juste qu'il y ait quelqu'un qui aille modifier cette définition sur Wikipédia pour la mettre à jour. De ce podcast. Exactement, je compte sur toi, je vérifierai ça. Je voulais parler une seconde aussi de quand même de rendre hommage parce qu'on va parler rapidement de l'histoire de Prisma qui avait été créé par Axel Gantz, celui qu'on surnommait, je ne sais pas si tu connaissais ce titre, le tigre de papier glacé. Oui. Est-ce que tu as travaillé un petit peu avec lui? Est-ce qu'on sent encore la patte Axel Gantz et qu'est-ce que toi tu as appris? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage chez Prisma? Ah ben là c'est un point particulier pour moi qui dépasse le rationnel parce que je suis arrivé en France, donc mon accent et mon nom de famille me révèlent d'origine allemande.
Et donc, j'ai pu commencer mes premiers jours, on va dire, en France, auprès d'Axel Gantz, pour être précis, 2 ans et demi à ses côtés, notamment sur l'international. Donc, puisque je parlais français, comme on dit, comme une vache espagnole, c'était plus de me laisser travailler en anglais sur la Chine, sur les États-Unis, sur la Russie, parce que Axel Gantz était à la fois PDG de la filiale française, Prisma Presse à l'époque, et en même temps, il gérait on va dire une vingtaine de pays, en fait, à partir de Paris. Et du coup, en fait, j'ai pu travailler avec lui en étant basé en France, mais en travaillant, on va dire, en anglais, en allemand avec la maison mère. Et surtout un apprentissage, entre guillemets, et une culture des contenus de l'édito, avec des anecdotes, voilà, que je vais jamais oublier. Donc, je lui serai, voilà, je pense que éternellement reconnaissant. Et donc, oui, le tigre, par, comment dire, sans franc-parler, par ses convictions. Et il avait un proverbe que j'ai jamais oublié, que j'ai utilisé d'ailleurs ce dernier temps, qui était en fait, dès qu'il y a un sujet important, un peu touchy, ou vraiment il faut le tacler, il disait toujours que le dompteur doit être dans la cage, Monsieur Schmitt. Donc il faut Ouais, surtout pas il fait éviter. face, quoi. Il fait face, il se dérobe jamais, il va Oui, au combat oui, un peu. il faut absolument, il faut faire face au combat au bon sens du terme, tout en respectant l'humain. Je pense que c'est ça la vraie école que je partage entièrement. Et est-ce qu'il est encore présent chez Prisma? Peut-être comme dans l'âme et dans les socles culturels de Prisma, que nous avons d'ailleurs avec notre PDG actuel depuis 11 ans, Rolf Heinz, bien défini d'ailleurs. On les a rendus explicites pour aider justement la transformation de Prisma Presse à Prisma Média à bien se passer. Vous savez que la psychologie humaine, c'est plus facile d'expliquer aussi aux gens ce qui ne changera jamais, ce qui serait gravé dans le marbre, et pour qu'on soit libre de changer le reste. Et ces 3 piliers culturels, je me permets de les citer, comme ça c'est fait. Ils se basent d'abord sur des valeurs. Donc on a défini 4 valeurs qui sont donc la performance, l'équipe, la création et le plaisir. Oui, effectivement. Ouais, non, mais c'est hyper important, tu vois, de l'avoir gravé un peu dans le marbre, ça, tu vois, que ce soit Ouais. pas juste. Exactement. Et surtout le plaisir dans une société judéo-chrétienne, parfois ça fait du mal à dire, on en assume le fait qu'il faut s'amuser quand même en travaillant sur les contenus, sinon ce serait pas possible, et surtout le lecteur le ressent. Et les 3 piliers culturels jamais négociables, c'est l'obsession des audiences. Ce côté Axel Gantz derrière la vitre teintée à l'époque qui a introduisé les méthodes marketing dans la Ouais, presse après très exactement. Et il disait juste, je sais pas si tu sais que chez Prisma, on travaille comme des lessiviers. Dans le sens ceux qui vendent de la lessive avec une connaissance du public, une vraie culture du marketing. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe toujours, qui est toujours très présent chez vous. Bah, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de data, hein. Évidemment, on a mis ça, comment dire, au XXIe siècle. Mais ce qu'il disait avec le côté lessivier, c'est plutôt en fait les méthodes de Procter & Gamble finalement. Les Exactement. meilleurs du marketing, injecter ces méthodes, on va dire, dans la presse, et comment dire, et rendre vraiment beaucoup plus professionnelle l'approche marketing dans la presse. Et du coup, bon, les succès des 20 marques de Prisma en témoignent. Et aujourd'hui, donc, avec la data. Donc, vraiment, cette obsession des audiences, les comprendre, et même dans l'ère du digital, du coup, en fait, être aussi le first in audience, le premier dans les audiences. Donc, on est aussi sur une notion à la fois quali et quanti. Deuxième socle culturel est clairement, comment dire, notre people first. Bon, on parle beaucoup anglais, mais ça veut dire que vraiment l'humain au centre, que les entreprises sont faites pour les hommes et les femmes et les hommes sont pas faites pour les entreprises. Donc ça a pas mal de conséquences, qu'on raisonne beaucoup plus sur, on va dire, capital humain que ressources humaines. Donc on n'est pas là pour l'exploiter, mais pour justement le cultiver. La moitié de nos postes, comment dire, et nos promotions sont faits par les mobilités internes. On développe beaucoup les gens en interne. On a une politique très offensive. Grosse politique de formation aussi, de avec des formation. universités, par le groupe Bertelsmann. Vous êtes envoyé un peu partout dans le monde, vous formez en permanence. Donc ça, c'est pas qu'un discours, ça se concrétise au quotidien. Complètement. Avec des carrières aussi, entre guillemets, atypiques, en tout cas en France. Moi-même, voilà, encore une fois, donc déjà en tant qu'Allemand dans la presse en France, et j'étais après les 3 ans près de Gantz, j'étais côté éditeur pendant 7 ans, donc avec les rédacteurs en chef sur les contenus, les stratégies des marques médias, et je suis passé ensuite à la régie pub. Donc ça, c'est un exemple. On a d'autres. Notre DIRCOM, elle était responsable de recrutement. Donc vraiment des parcours qui donnent plutôt l'ouverture en fait à l'être humain et à son potentiel, et qui ne juge pas son passé pour le contourner, on va dire, dans des voies. Et pour finir, le 3e socle culturel, qui est sûrement le plus abstrait, c'est cette ouverture, cette openness mentale qui nous permet justement une remise en question en permanence, qui nous permet aussi
de mettre notre ego dans la poche et faire venir les plus belles marques internationales en France en prenant les licences comme Harvard Business Review, National Geographic, Flow, ou récemment d'ailleurs dans les podcasts, comme on est dans un podcast. Wandery par exemple, ce que vous avez Voilà. fait sur Guerre de Business. Complètement, Guerre de Business et d'autres formats. Et voilà, c'est socle culturel en fait. Je pense que nous sommes présents encore dans l'ère post-Gantz, mais après surtout cette transformation dont on va parler, elle était vraiment opérée avec Rolf Heinz, notre PDG maintenant depuis 11 ans, qui est un des meilleurs boss que j'ai jamais eu, et je lui fais ce compliment en fait avec des témoins, parce que en fait il nous laisse s'exprimer, et surtout une autonomie aussi dans les différentes business units et les différents rôles qui forge en fait une équipe qui est extrêmement proactif, et surtout en fait qui bosse ensemble. D'accord, donc vraiment les gens et l'autonomie et l'initiative. Et effectivement, Rolf Heinz, qui donc lui est aussi un pur produit Prisma, hein, lui, il avait insufflé une politique de rachat au-delà des médias, parce que c'est vrai que Prisma, c'est quand même beaucoup bâti au départ sur des rachats de titres, et donc toujours plutôt bien sentis, hein. Donc ça, c'était l'époque plutôt Axel Gantz. Rolf Heinz, il y a eu aussi des rachats. C'est une période que tu as connue. Il y a eu des beaux succès, je crois, dans les rachats faits par Prisma ces dernières années. Alors en fait, historiquement, Prisma non, c'est pas une culture de rachat, c'est une culture extrêmement de croissance organique. Tu sais, sur les 20 marques, on va dire, historiques de Prisma, il y a un rachat, un seul, qui était VSD, qui n'est plus dans le groupe. 19 à peu près, c'était des lancements propriétaires. D'accord, donc genre par exemple Géo, etc. Donc des magazines qui existaient en Allemagne, etc. Ouais, et beaucoup de créations. C'est ce que tu veux dire. Beaucoup de créations. Les grands succès de Prisma, comme Femme Actuelle, le Gala est un succès à la base française qui était exporté ensuite. Télé Loisirs, Télé 2 semaines. Ouais, exactement. Télé 2 semaines et TV en chaîne, c'était les deux derniers grands lancements d'Axel Gantz avant qu'il partait, qui ont révolutionné la presse télé. Qui est une presse extrêmement puissante, car très volumineuse, et du coup aussi très important en fait sur la rentabilité des éditeurs de presse magazine en France. Et donc la Prisma a toujours su, on va dire, défendre son leadership en diffusion. On a des rapports excellents avec les réseaux, les kiosquiers, toute une culture de proximité, de les aider en fait à comprendre leur business, et avec tout ce qui est de mise en avant, quasiment la totalité des titres Prisma étant pile dans les kiosques. Donc un kiosquier en moyenne, il fait entre 13 et 18% de ses revenus qu'avec Prisma Media. Donc c'est un de ses plus gros clients entre guillemets. En tout cas, c'est incontournable. Oui, parce que là, on parle beaucoup digital, et on en parlera, et c'est peut-être la transformation assez spectaculaire côté digital, mais il faut pas oublier, en print, Prisma est le premier éditeur dans les kiosques, avec toujours entre 230 et 240 millions de magazines vendus. Donc ça veut dire tous les secondes, chaque année, 7 magazines de Prisma chaque année, ouais. Tous les secondes, 7 magazines. Ce qui est assez énorme, et ce qui paradoxalement, alors là c'est plus ma vision, et à la fois on sait qu'on peut plus progresser, enfin bon, j'exagère, mais je prends globalement, on peut plus progresser sur les ventes print parce que les usages changent, parce que les kiosquiers ferment, parce qu'il y a eu des problèmes de distribution. Donc c'est à la fois une énorme source de revenus, mais sur lequel vous gérez une décroissance. Et je pense que parmi tout cela, vous êtes plutôt bon, parce que vous avez cette obsession de la diffusion dont tu parles, ouais, et que vous tenez ça très bien par rapport à d'autres, mais elle est inéluctable. Alors, il y a certes. Je veux pas être pessimiste, hein. Je veux pas être pessimiste. C'est plus une espèce de constat. C'est un marché en déclin structurel depuis 20 ans, hein. Mais avec, un déclin maîtrisé, tu vois, autour de 5-10%. Ce qui est en fait intéressant côté Prisma, c'est on a vu en fait dans une échelle européenne qu'en fait les prix de vente sont assez bas en France. Du coup, en fait, on a aussi systématiquement adapté les prix en vente au numéro. Et ensuite aussi en abonnement, ce qui nous a permis de quasiment stabiliser le chiffre d'affaires de la diffusion. Même si c'est pas ma partie, mais je tiens à le souligner que businessment parlant, en fait, on a quasiment stabilisé cette partie. Évidemment, la crise Prestalis était on va dire quelque chose un peu à part. Ouais. Il y a encore beaucoup de lancements. On peut revenir une seconde justement sur Prestalis, parce que là pour le coup, tu vois, donc moi en travaillant un peu cet épisode, ouais, en fait ce que je vois, c'est qu'en fait Prisma
performe bien, mais que il y a des bad beats là pour le coup. Ce bad beat là de Prestalis, je lisais un article, donc c'est pas un insight, mais que Prestalis vous laisse une dette de plus de 50 millions d'euros pour Prisma. Ce que je veux dire, c'est que c'est un coup dur quand tu as des équipes qui s'arrachent un peu au quotidien et que vous avez l'obsession de la diffusion, vous travaillez dur. C'est quoi ton sentiment? C'est quand même un gabegie, c'est un gâchis quelque part ce qui s'est passé avec Prestalis. Ouais. Et ça vous plombe sévèrement. Ouais, complètement. Bah, je pense que le système de la distribution, il fallait vraiment le renouveler complètement et le rebooter quasiment. Et donc, ce qui était en train de, enfin, c'est ce qui s'est fait en 2020. Donc en fait, c'était vraiment notre PDG et les équipes aussi de distribution, le Fab qui ont géré cette crise. À la limite, ce qui était pas mal, c'était en fait qu'elle était très ramassée dans le temps. Elle s'est jouée quand même dans laps de temps de 3 à 6 mois. Et en plus, ça a tombé à la fois peut-être que c'est fou et à la fois c'est peut-être tant mieux sur en même temps la crise, on va dire, de la publicité en France liée au Covid. Donc en fait, tout était très concentré, on va dire, sur le T2, on peut dire 2020. Et du coup, d'avoir un nouveau système, on va dire, beaucoup plus sain de distribution en France, avec une rémunération des éditeurs, avec, comment dire, on n'est plus actionnaire, donc du coup, en fait, ce risque de dette ne se reproduise plus. En fait, c'est une purge quelque part, 2020, à plusieurs égards. Et donc, nous, on est assez contents, en fait, que maintenant, 2021, il a la lumière à la fin du tunnel. Il y a les signaux faibles à la fois international, Biden, le vaccin, mais aussi en France. Même si encore peut-être on parle d'un troisième reconfinement, je pense qu'on a appris en fait avec agilité et résilience en fait d'y faire face en France et surtout aussi chez Prisma Media. Et les succès fulgurants en plus en audience en 2020 en digital pour faire la transition, c'était tellement spectaculaire. Après une année record déjà 2019, tu sais, on a sur certaines marques quasiment doublé pendant les périodes de confinement. En moyenne, on a pris 20 ou 30% de croissance sur le digital en 2020. Et ça a bétonné, entre guillemets, notre leadership. On est le premier groupe média en digital en France avec entre 8 et 9 millions de visiteurs jour. Donc, ça peut concurrencer avec certaines GAFA, pour être honnête. Ouais, bien sûr. Tu vois, et ça, maintenant, certes, le business était un peu plus difficile en 2020, mais plutôt en print, car même en digital, petit scoop peut-être pendant ce podcast, même en digital, pub, et même malgré l'année Covid, on était en croissance de 5% même, donc énorme bravo à toutes les équipes de Prisma, je le témoigne ici. Ouais, 2020, croissance de 5% sur le digital par rapport à 2019. Voilà. Donc c'est très honorable parce que 2019 était la meilleure année de la régie depuis 13 ans. Ouais, d'accord. Donc c'est une vraie performance. Imagine sans, alors j'allais dire imagine sans Covid, mais en même temps s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait peut-être pas eu cette explosion des audiences. C'est quelque chose d'assez paradoxal, mais c'est ça ce qui se tient. C'est ça. Je pense qu'on a renforcé certains usages et c'est pour ça je suis peut-être je suis naïf ou trop optimiste, mais je suis assez enthousiaste sur cette sortie de crise, même si peut-être ça peut encore durer jusqu'au S2, voire jusqu'à la fin d'année. Il y a certains copains qui parlent déjà des Roaring Twenties, tu vois, un petit peu comme 1920, où après en crise, on faisait la fête à Paris, à Berlin, etc. Et je pense que cette envie de vivre, je quitte un petit peu le sujet de la pub et des médias, je pense qu'on va le vivre. Et imagine les jeunes, tu as 25 ans aujourd'hui, tu as vécu 2020. Je pense qu'en 2021 ou plus tard, en 2022, tu vas voyager, faire la fête, consommer. T'as envie de vivre. T'as envie de vivre, quoi. T'as envie de te sentir vivant, de faire des choses, de sortir et donc de consommer quelque part, de consommer. Donc, peu importe ce que ce soit. Et donc c'est bon pour le business. Ouais, je suis assez d'accord. C'est quelque chose que, titre perso, je ressens aussi, quoi. On a l'impression qu'on nous a volé une année, on nous a volé des vacances, on nous a volé plein de choses et qu'il va falloir se rattraper. En tout cas, je le souhaite et bravo, c'est une belle performance, effectivement. Je pense pas que tout le marché puisse en dire autant, malgré les belles audiences. Je reviens une seconde sur les rachats, des succès ou des échecs. Alors, vous aviez racheté ces dernières années, j'ai une petite liste: Cerise, Advideum, Mob Value, Hello Coton. T'as connu un peu tous ces rachats. Je sais pas si alors Advideum, je pense que comme t'étais à l'époque vraiment sur la pub, t'as dû être au plus près de ce deal. Oui, alors c'était pas moi qui a fait ce deal, mais en fait c'était le moment en fait vraiment de l'accélération de la transformation digitale. Il y a à peu près, je pense que 7-8 ans. Et en fait la vidéo Advidium donc et aussi le mobile via Mob Value, donc des régies on va dire 100% digitales et très spécialisées, était un espèce de turbo en fait pour Prisma.
Moi, ce que je peux dire, c'est que à l'époque, le marché était vraiment en ascension. On a fait ces mouvements au bon moment, c'est-à-dire en fait pendant quasiment 4 ans, les deux rachats ont surperformé à leur plan d'investissement. Ça, je peux révéler, on va dire. Et c'est rare en fait que dans les acquisitions, en fait, on est au-dessus des plans parce que les plans sont pour justifier aussi Les rachats sont toujours un peu optimistes. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'était difficile à anticiper. Tu sais, dans le monde de la tech et de la technologie, un GAFA fait un mouvement, le programmatique qui s'intègre dans les grandes régies via des stacks, full stack, et ça un petit peu. Même sur le premium, la programmatique prend le pas. Exactement, à disrupter en fait le besoin de concentrer les inventaires des régies auprès des experts, des régies expertes. En plus, tu vois, sur le ciblage, par exemple, Advidium utilisait la data Facebook. Facebook ferme le robinet du jour au lendemain, donc ça change un peu la donne. Ce qui rend assez instable le marché, on va dire, des acquisitions dans la tech, en général, aujourd'hui, on l'aura compris, parce que dans la danse des mastodons et des géants, les fourmis, parfois, il faut faire attention. Donc, ils se font écraser, ouais. Si tu maîtrises pas la techno ou tu t'appuies sur de la data d'un GAFAM, effectivement, t'es pas à l'abri. Et on l'a vu ces dernières années que effectivement, ils changent les règles du jour au lendemain. Et t'as des boîtes qui peuvent être totalement disparaître, quoi, en l'occurrence. Hein. Ça fait. Et tu l'as vu, en plus, beaucoup de médias sur le social qui étaient super sexy, très décriés. On les connaît tous sans les citer ici. Nowzee News, Minute Buzz, etc. Et donc vous, pareil, chez vous, vous aviez racheté Cerise, donc avec Oh My Mag, Genside, etc. Vous avez subi de même fouet. Alors au début, après l'acquisition, Cerise dépendait énormément aussi d'acquisition d'audience via Facebook. Donc, pour ceux qui savent pas, donc Cerise, donc c'est une start-up lilloise très successful auprès des millennials, donc les moins de 35 ans, on va dire, avec 2 marques majeures qui sont Genside pour les hommes et Oh My Mag pour les femmes. Et donc on avait racheté cette startup effectivement, et quelques temps après, là pareil encore, Facebook a changé sa politique d'algorithme. Ceux qui investissent sur Facebook s'en souviennent. Donc l'organique était limité à 5%, sinon il fallait investir lourdement en fait pour être encore vu par ses fans qu'on avait acquis chèrement en plus avant. Donc bonjour GAFA. Mais donc Cerise a dû faire une transformation en fait vraiment assez spectaculaire de diversifier ses sources d'acquisition d'audience qu'ils ont hyper bien réussi vraiment, et bravo aux équipes de Cerise. C'est pas encore une fois ma partie, mon périmètre, mais c'est assez spectaculaire parce qu'ils ont gardé cette agilité justement d'une start-up tout en travaillant au sein d'un grand groupe Prisma Media. Et les derniers chiffres qui viennent sortir, c'était donc 2020, là encore l'année Covid, où Genside et Oh My Mag ont dédupliqué, on est proche des 16 millions de VU moins. Donc c'est l'équivalent de certains grands groupes médias, on va dire, de presse en digital, et surtout auprès de cette cible donc dite de millennials, qui est très difficile. Que vous touchiez moins historiquement. Hein. Voilà, c'est des gens qui ne lisent pas de print, donc tu ne peux les toucher que par le digital, et soit tu bâtis de zéro, ce que Genside a mis 5 ans, je sais pas quel âge ils avaient quand vous les avez rachetés. C'est ça, à peu près 5 ans, je crois, ou un peu plus. Oui, voilà, donc t'es obligé un peu de faire une acquisition. Et donc ça, aujourd'hui, vous en êtes toujours content. Ils ont réussi un peu à se désaffranchir de leur dépendance à Facebook. Oui, complètement. Et ils ont des façons de travailler très rapides, très start-up. Tu sais, ils ont des sites, Genside Oh My Mag, qui sont traduits en d'autres langues. Donc ils créent des audiences en Allemagne par exemple, ou en Espagne, avec donc d'autres langues, sans avoir des équipes sur place. Et grâce au programmatique, ça se monétise sur les marketplaces là-bas, sans avoir des équipes locales. Donc c'est aussi une façon de travailler beaucoup plus digital, beaucoup plus agile, nomade, un peu low cost, qui est pour moi, je le dis dans la presse, qui est pas forcément quelque chose de négatif, mais presque au contraire, parce que et c'est peut-être un des points dont on peut parler, tu vois, parce que c'est dur dans un groupe comme Prisma de produire du contenu rapide, duplicable par langue, etc., parce que vous êtes un gros groupe, parce qu'il y a des journalistes, et c'est un point qu'on verra tout à l'heure, justement. Je le garde de côté, mais effectivement, je pense qu'ils ont dû quand même pas mal vous apprendre, et ça vous permet de tester des choses beaucoup plus simplement.
Ouais, exactement. Euh, Et c'était notre turbo aussi sur la vidéo. Peut-être c'est un sujet qui me oui, tient particulièrement à cœur parce que Prisma a fait vraiment ses preuves sur le digital, notamment justement avec Rolf il y a 11 ans, on a boosté le digital avec les acquisitions, mais aussi en organique, on a vraiment explosé. Côté plutôt en revanche, on va dire photo et mots écrits. Et l'acquisition de Series était quelque part aussi un peu le début de notre transformation audiovisuelle, qui pour moi est limite plus spectaculaire que celle du papier vers l'internet. Parce que à la limite, tu me diras que le mot écrit, la photo, c'est un peu la même chose, que ça soit oui, un ça se papier. retranscrit, tu le reformates légèrement, mais fondamentalement, c'est le même produit. Oui, oui, oui. Mais là, sur l'audiovisuel, on a dû vraiment recruter une soixantaine d'experts en fait sur le marché. On a ouvert une dizaine de studios propriétaires dans notre siège à Gennevilliers. Tu verras un jour, c'est comme Ouais, un peu je connais un petite peu. EuropaCorp, tu vois. Il y a plusieurs studios, il y a des salles de bain, il y a des talk shows, il y a des cuisines, il y a un studio, un salon. Donc vraiment, c'est assez spectaculaire. Ça tourne quasiment 24 sur 24. On publie 10 000 vidéos par mois. Et donc, ça génère aujourd'hui plus que 450 millions de vidéos vues par mois. Donc, on est de loin le premier groupe média en vidéo vue et aussi en visiteur, pardon, vidéonote unique par mois chez leur médiamétrie. Et ça, pour un groupe de presse, c'est pour ça, en fait, j'ai relativisé le côté groupe de presse, ADN presse, certes, mais purement full média aujourd'hui. Et la vidéo, notamment en monétisation publicitaire, pour faire le lien avec le business, nous a vraiment aidé en fait à être parmi les gagnants du digital. Mmh, Parmi la presse, effectivement, et on peut parler justement de la concurrence parce que c'est une bonne transition. Je voulais parler un peu d'Inno interne, mais on y reviendra peut-être après. Mais sur la concurrence, grosso modo, est-ce qu'elle est plus dure aujourd'hui? Je voulais un peu te mettre en face la concurrence avec les autres grands médias, les autres grands groupes, Mondadori, Hachette à l'époque, etc. C'est eux tes concurrents? C'est les autres éditeurs de magazines tes concurrents aujourd'hui? Alors moi personnellement, je suis donc en charge de la régie publicitaire et la transformation digitale. Donc moi je Ouais, quand je dis tu là, pardon, je voulais plutôt dire Prisma et après on reparlera vraiment de ta transformation. Est-ce que ce sont vos concurrents, les autres médias? sur le marché des kiosques et de la vente de magazines, oui, c'est tout, enfin tous les concurrents de la presse sont l'univers concurrentiel direct. Mais moi, j'irais quand même plus loin, puisqu'on est quand même dans les loisirs, dans les contenus, dans l'inspiration, dans les moments, on va dire, un peu de la petite évasion. Finalement, on est en concurrence avec aussi des PlayStation, du cinéma à l'époque, des Netflix. Donc, tout moment, en fait, justement de centre d'intérêt, de passion et de entertainment quelque part. Ouais, l'économie de l'attention, quoi. Qui va L'économie de avoir l'attention, comme tu. l'attention des personnes? Et plus précisément sur ma partie, sur le digital, que ça soit sur les audiences ou le chiffre d'affaires pub, non, là la concurrence est clairement tout l'univers des régies et des publishers, comme on dit sur le digital, que ça soit les groupes télé, que ça soit les pure players, que ça soit les GAFA, que ça soit qui d'autre, oui, vraiment tout le monde en fait qui propose des contenus et donc du temps à passer sur le digital. Et donc, c'est vraiment un champ concurrentiel beaucoup plus élargi. Et même à l'époque, quand on a commencé la transformation de la régie, face aux équipes, en fait, on avait toujours dit que nos concurrents, justement, sont plus Lagardère, Mondadori, aujourd'hui CMI, Reworld et Figaro Monde, mais c'est tout le monde qui est sur le digital. Et heureusement, parce que, en fait, du coup, ça ouvre le marché. À la fois, ça fait peur, mais surtout, en fait, ça inspire, ça encourage. Et si on cartonne aujourd'hui en digital, c'est justement parce que on a poussé les frontières dans un nouveau marché beaucoup plus élargi. Pour le résumer, il vaut mieux d'avoir un petit bout de camembert, pardon, d'un camembert beaucoup plus élargi qu'un grand bout, une grande partie d'un petit morceau de fromage. Ouais, c'est joli, c'est joliment dit à la sauce française sur ce dicton. Mais t'as tout à fait raison, effectivement. Il faut aller chercher d'autres publics à d'autres moments, etc. Et justement, tous les formats le permettent. T'es plus cantonné uniquement à un moment de loisir où tu lis un magazine dans ton sofa. C'est bien d'ailleurs. Je voulais, effectivement, tu l'as cité hein, dans les concurrents, c'est les GAFAM. Parce que donc tu dis, voilà, vous êtes un groupe, vous êtes les premiers en vidéo et
un produit dans un environnement qui est relativement bien fait, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les sites, vous mais aussi les autres sites médias sont dans des beaux environnements où la marque des annonceurs est bien mise en valeur. Donc on a quelque part un petit écrin pour les annonceurs. Qu'est-ce qui explique alors aujourd'hui que vous ne performiez pas presque comme un GAFAM? Est-ce que c'est le système de programmatique qui a tuer le game quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'une marque ne vient pas vous voir avec tes métriques de volume, de produits avec une super UX, le brand safety? Qu'est-ce qui fait que les marques viennent plus vous voir directement pour dépenser leur budget? Alors déjà, les marques viennent toujours nous voir, heureusement. Ouais. Programmatique, donc qui est intermédiaire, comme tu dis, il pèse lourd, mais de plus en plus de marques viennent nous voir en direct ou en direct avec leur agence. Et n'oublie pas, même en programmatique, on peut faire des deals direct, ID, Oui. programmatique garantie. Donc on va dire tous les avantages du direct, mais le pilotage par la techno, donc un peu le beurre et l'argent du beurre. Et à côté de cela, tu disais plus précisément, en fait, nous, face aux GAFA, donc déjà, il faut pas oublier, les GAFA, en fait, ont pris des positions, étant donc technologiquement natives, déjà il y a 15-20 ans quasiment, où en fait, effectivement, l'UX et les éditeurs, on va dire, des médias en ligne étaient encore très en retard. Le problème, c'est en fait que cet acquis-là ne s'est jamais vraiment corrigé. Donc, si on est très froid et on se dit que finalement la part d'audience des GAFA, comment se fait-il que même si un Prisma, on touche en digital 80% des Français, pourquoi on n'a pas plus de part de marché, même si on est croissant, c'est bien, mais pourquoi on n'a pas plus? Ce fameux fair share dont on parle beaucoup au SRI, au syndicat des régies Internet, il est pas juste en fait. Le fait que les GAFA cumulent 80% des investissements, même si en fait au total les éditeurs ont énormément rattrapé le retard à la fois en X, mais surtout en audience en fait, se fait par le simple fait que donc il y avait une avance de 15-20 ans. Et ensuite, en fait, ils ont installé ce système vraiment à la performance face aux annonceurs, aux agences. Et n'oublions pas quand même qu'ils se automesurent. Donc, moi, je dis toujours, ça ne veut pas dire que c'est pas bien mesuré, mais je dis qu'avec des investissements aussi colossaux que les annonceurs internationaux, mais aussi nationaux font auprès des GAFA, on ne peut plus accepter en fait qu'il n'y a pas un tiers de confiance qui mesure et qui est garant de l'arbitre quelque part, un peu comme on l'a avec la CPM sur le print. tout à Ouais, fait. t'as raison, parce qu'en plus il y avait une histoire il y a quelques années de Facebook qui avait juste déclaré ah oui on s'est trompé, on a compté toutes les vidéos en double, etc. Pendant, je sais pas si tu te souviens de cette. Ouais, il y avait des douzaines de scandales et plus récemment, voilà, un grand patron d'un grand réseau social avait même dit, même si des grands annonceurs américains nous boycottent, ça nous gêne pas. Voilà, donc parce que voilà, ils sont plus diversifiés, notamment par le long tail. Tu sais que c'est beaucoup les petits annonceurs, notamment en 2020 en fait, qui achètent avec des petites centaines d'euros en fait en direct sur la plateforme. Des La... petits, tu veux dire quoi, des petits Voilà, e-commerçants ou des petits même commerçants physiques qui font de la pub sur Google Maps ou ce genre de choses? exactement, une concession auto qui anime son réseau, voilà, absolument, absolument. Oui, Donc pour la faire que vous pouvez pas toucher, vous, pour la effectivement. faire courte sur les GAFAM, c'est que vraiment c'est un rapport toujours et encore de frénémise, comme on dit. Donc c'est des partenaires sur plein de sujets et aussi des concurrents féroces. Et de toute façon, c'est le nouveau monde. Il faut vraiment savoir gérer l'ambiguïté. On peut pas raisonner noir et blanc. Non, exactement. Écoute, oui, et c'est ça, je pense que tu as assez bien résumé, c'est les frères ennemis. Et justement, une manière un peu de sortir, tu sais, après, il y a tout l'environnement réglementaire européen qui est en train d'évoluer, la fin du cookie, etc. Et donc, ce grand mouvement de fond, tu sais, nous, donc, on travaille Ouais. beaucoup chez Cosa Vostra avec les Oui. médias et tous les médias aujourd'hui sont à fond sur le log. Mhm. Voilà, tu as dû suivre ce qui s'était passé au geste avec le Tout à Pass fait. Média. Vous-même avez votre solution Prisma Connect. Ça reste votre obsession numéro 1 et vous en êtes où en termes de parc logué et non logué? Ouais, excellente question. C'est en effet notre obsession, on va dire explicite depuis 2020. Et heureusement, on a commencé déjà il y a 3 ans en fait avec ce log, avec les premiers tests, avec une approche CRM assez poussée, notamment à travers les newsletters. Nous avons une culture très forte des newsletters édito qui drive déjà à l'époque et aujourd'hui toujours à peu près 20% de nos audiences.
donc sont générés par nos propres newsletters édito. On en a à peu près 150. Et donc du coup, relativement tôt, on a testé les premiers logs et on a fait exploser nos milestones, comme on dit en jargon business, en fait, en 2020. Nous avons au total de nos marques cumulées 5 millions de MAMs, donc de Monthly Active Members. Donc c'est des logués en fait de nos marques en cumulé, en dédupliqué, ça fait 2 millions et demi, 3 millions. Donc ça commence à être très très conséquent. Face aux 5 millions donc de MAMs, on avait inscrit dans le budget 2020 de faire 2 millions idéalement. On avait rêvé et en fait donc on les a largement dépassés. Notre objectif est de arriver à 10 millions d'ici 2 ans parce que nous avons à peu près 35 millions de visiteurs uniques moins anonymes, cookifiés. Et donc grâce à cette first party data de loguer, en fait on va mettre au moins un tiers sous log. Actifs en plus, donc c'est pas les comptes dormants, mais c'est des gens qui viennent au moins une fois par mois sur nos inventaires, une fois logués sur n'importe quelle marque qui sont reconnus sur les autres marques. Nous avons la taille critique suffisante pour le faire, et peut-être aussi l'avantage, face à un single sign-on, tu le citais l'exemple, c'est qu'en fait on peut pas seulement concilier un seul profil, mais surtout en fait on peut récolter la data. On peut récolter la data à travers les services qu'on va proposer aux logués, parce que oui, alors tu veux dire, pardon, si pour traduire, c'est que si vous êtes pas, par exemple, sur Pass Média, donc cette initiative de l'alliance des éditeurs regroupés au sein du Geste, c'est parce que vous ne récupéreriez qu'un email, entre guillemets, alors qu'en utilisant votre propre SSO, vous récupérez évidemment toute la data des autres sites du groupe, donc c'est beaucoup plus puissant en termes d'outils. Tu l'as parfaitement résumé, absolument. Et surtout, en fait, donc c'est une stratégie de data wall avant de mettre Oui, bien sûr. une stratégie de paywall, comme beaucoup de quotidiens le font. L'avantage de la stratégie data wall, c'est que tu te prives pas d'une audience puissante. Donc du coup, le business model pub, il peut encore beaucoup progresser. Et en même temps, petit à petit, marque après marque, on va proposer des services plus personnalisés, plus premium, pour justement augmenter le nombre de séances, le nombre de pages vues. Et en même temps aussi donc de récolter la data, on va dire avec un consentement aussi explicite, un clean deal entre l'internaute et nous, parce que on lui propose par exemple, son programme de télé-loisirs personnalisé, parce que les préférences de François sont pas les mêmes que Philippe. On peut passer en dark mode sur télé-loisirs aussi. On peut suivre son people préféré à travers les différents sites, Gala, Voici, d'autres. Plein de petits avantages qui font que tu incites à te loguer pour avoir une meilleure expérience. Bien sûr, bien sûr. Ou encore un spécial immobilier spécial pour toi dans capital.fr, tu vois. Ouais, très clair. Très clair. Et donc c'est bien. Donc l'objectif c'est d'avoir un tiers de votre base loguée et à terme pourquoi pas, enfin 100%. Est-ce qu'on pourrait arriver à quelque chose qui serait si tu te logues pas, tu peux pas accéder à mon contenu? Vous avez déjà envisagé des choses un peu plus extrêmes comme ça? Est-ce que c'est une des pistes de salut pour les éditeurs justement qui va vraiment plus y avoir de cookies? Ouais. Alors, nous ne sommes pas encore, comme on dit, sur une hard data wall. Ça veut dire que log-toi, sinon tu vois plus rien. On est sur un soft data wall. C'est-à-dire, s'il te plaît, log-toi et on tuera ça en plus. Donc, est-ce qu'on va passer au hard data wall? Sûrement, peut-être à un moment donné sur, les internautes qui viennent par un browser qui en fait nous évite qui nous empêche une monétisation, sûrement quand ils sont complètement adbloqués. Donc aujourd'hui on traite tout le monde de la même manière. On est en train de basculer sur, on va dire, une gestion des audiences beaucoup plus granulaire, où en fait nos meilleurs clients ils sont mieux traités que ceux qui sont adbloqués, qui viennent avec par exemple Safari et en fait qui consomment nos contenus qui sont produits en France par des journalistes qui sont payés avec des charges. On paye nos impôts en France, donc à un moment donné il faut un deal qui va dans les deux sens. Et donc ça va sûrement dans la direction que tu cites, même si on veut vraiment préserver nos audiences massifiées. D'accord, très clair. Donc ça, c'est à suivre parce qu'effectivement, c'est un des gros sujets pour tous les éditeurs que je vois en ce moment. Donc c'est bien d'avoir un peu votre position. Je vois que le temps file et je sais que tu as une contrainte horaire. J'ai encore plein de questions pour toi, mais je vais essayer de concentrer. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que donc tu es Chief Transformation Officer, ça fait un peu novlangue, tu sais, un peu franglais, etc. Mais concrètement, à quoi tu sers chez Prisma? Ouais, je me demande parfois. Non. Sans plaisanter. En fait,
Le Chief Transformation Officer, c'est un facilitateur, c'est un rôle de facilitateur en transversal. Donc, on est moins sur quelque chose de périmètre hiérarchique. En fait, concrètement, c'est des équipes ce qu'on appelle d'expertise digitale, notamment la data, le SEO, le SMO, tout ce qui est acquisition des audiences et acquisition d'intelligence d'audience pour aider les éditeurs, les rédactions d'aller plus vite, plus loin sur le digital. Et être vraiment sparring partner sur le digital et le business du digital. Ça a aussi des conséquences positives sur la régie. Ça veut dire que si un annonceur vient nous voir en disant que moi j'ai envie d'avoir des contenus mais qui sont aussi vraiment vus par mes clients, idéalement qui font du drive to e-boutique ou to site, qu'est-ce que je dois faire? Là on peut lui dire, écoute, nous avons une promesse très très simple, nous allons faire pour toi ce que nous faisons pour nous-mêmes. Parce que nous sommes publishers full media, donc on peut produire des contenus. Ça, à la limite, beaucoup de gens le font. D'ailleurs, vous aussi, et très bien d'ailleurs. Mais aussi un publisher, notamment qui a réussi sur le digital, et c'est surtout aussi que les contenus remontent, que les contenus soient vus. Et cela, en fait, c'est un métier. Nous le pratiquons depuis 43 ans, et ça, c'est un avantage quand on puisse à la fois accéder à des assets, on va dire, de notre périmètre de transformation, aussi au sein de la régie. Parce que les annonceurs s'intéressent à la data et disent comment vous faites pour faire venir les gens, comment vous faites pour que les gens restent chez vous, qui regardent des contenus et qui a une relation de confiance qui se développe. D'ailleurs, le log intéresse beaucoup nos annonceurs parce que 2020 leur a montré qu'il faut un rapport direct, vraiment un client first approach qui les rapproche aussi en business parce que parfois ils travaillent avec des intermédiaires en retail ou même sur le digital. Et en fait, cette confiance, en plus d'un groupe que nous sommes avec des valeurs qui sont là depuis longtemps, qui sont des gens qui veulent encore, accompagner les partenaires dans les 40 ans à venir. Je pense que cette fiabilité et cette confiance, elle a de la valeur. Et la preuve des KPIs d'un projet de transformation chez Prisma Media. On n'a rien à cacher, on montre de ce qu'on produit et surtout on fait des engagements aussi qu'on peut tenir. Ça c'est très important parce que la confiance dans un marché extrêmement intermédiaire, dans un marché qui peut être facilement perturbé, je pense que c'est très très important et du coup ça revient en fait à l'essentiel qui est l'humain et la confiance des business partners. Le circuit court, hein, quelque part. Tu sais, tu parles d'intermédiaires, etc. C'est comme dans la... On s'est un peu perdu. Ouais, c'est ça. On s'est un peu perdu quelque part. Trop de spécialisation, trop d'intermédiaires, trop de techno. Il manque un peu on sait plus qui est le client au final à la fin, qui regarde la pub, est-ce qu'il consomme, est-ce qu'il est en adéquation avec nos valeurs. C'est ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tu parles de producteur, et là je reviens, mais côté production de contenu, tu as dû voir je finirai par deux questions, mais cette polémique qu'on a en ce moment sur Science et Vie avec Reworld, etc., sur qu'est-ce qu'un producteur de contenu. Est-ce qu'un producteur de contenu doit être un journaliste? On sait que les médias sont bien organisés, les journalistes avec des syndicats, etc. Et c'est un débat sur lequel je suis le cul entre deux chaises, excuse-moi l'expression, mais c'est vrai que pour produire du contenu, et j'en suis un peu la preuve, on peut produire du contenu. Je pense que mon podcast, c'est un contenu. Je suis pas journaliste et je prétends pas être journaliste, je le dis. Mais est-ce qu'on peut produire du contenu sans être journaliste? Comment vous faites en interne? Tu me l'as dit très tôt dans le podcast que voilà, vous avez cette respectabilité, vous avez des journalistes, vous produisez. Je pense que chez Cerise, ça doit pas être, je sais pas, il y a combien de cartes de presse. Comment tu gères ça en interne? T'as l'impression d'être fondamentalement différent de ce que fait Reworld? Alors, c'est difficile pour nous de juger la concurrence parce que ils ont des modèles différents, etc. Je peux, peut-être donner une perception personnelle qui est évidemment, on n'a pas besoin d'être journaliste pour produire du contenu. Heureusement, je pense que justement le digital a créé une profusion, de sources de contenu, de nouveaux créateurs, de formats, de créativité dans tous les sens par tout le monde. Tout le monde s'en est emparé. Donc, je pense que à la base, c'est quelque chose qui est génial, en fait, de démocratiser, on va dire, la production de contenu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des contenus, en fait, faux. On est dans une ère des post-vérités, sur une démocratie comme la France ou en Europe, ou ce qu'on a récemment vu aux États-Unis. Il est très important qu'à un moment donné,
il y a une déontologie, une éthique en fait au-dessus des producteurs de contenu. Après, est-ce que c'est formalisé via une carte presse ou c'est parce que toi, François, tu as juste envie de refléter dans tes podcasts, on va dire, des interlocuteurs sincères et des paroles honnêtes. Donc, si ça se fait naturellement, pas besoin, on va dire, d'une carte presse, mais je pense que c'est un peu, si je fais encore une analogie, et c'est toi qui l'as fait avec peut-être la chaîne alimentaire et les producteurs, le bio, tout ça. C'est comme en cuisine, tu vois. C'est pas parce que en fait, parfois on adore en fait d'aller au resto et de voir des gens dont c'est le métier. On peut quand même très très bien cuisiner à la maison. Donc moi je pense que cette profusion d'offres, elle est super, mais il faut une meilleure lecture, une qualification des sources, d'où ça vient et est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, si je fais l'analyse jusqu'au bout, il nous faudrait presque une espèce de Yuka, tu vois, des contenus, où on peut scanner des contenus et on sait tout de suite d'où ça vient exactement, l'intention, l'émetteur et D'accord, donc fait ouais, je fact-check vois, donc si c'est c'est vrai. du fact-checking. Donc c'est pas tant d'avoir une carte de presse ou de respect des journalistes que pouvoir vérifier l'information et une transparence sur, la source du contenu. Ouais, absolument. Et même, tu vois, je sais pas, dans un quotidien ou dans un magazine de Prisma, de bien dire quand on écrit sur peut-être une filiale de sa maison mère, une autre, de préciser. Alors, voilà, par exemple, voici appartient au groupe Bertelsmann. Donc, le New York Times l'a pas mal fait, le Financial Times aussi. Quand on parlait en fait de notre maison dans la maison mère, on met juste en parenthèse, on a la même maison mère. C'est juste pour Ouais, que une les sorte de disclaimer, quoi. Ouais, exactement. Il faut juste penser qu'à la transparence et le mot d'ordre. OK, très bien. Je suis assez d'accord et c'est un sujet quand même brûlant et qui va pas mal évoluer, je pense, en 2021. Dernier point, en fait, ce que et c'est un peu ma conclusion et je te demanderai ta position là-dessus, c'est que je vois donc toi ce que tu as fait dans la transformation et il y a plein de choses sur lesquelles on aurait pu revenir, mais et je sais que le Covid vous a permis aussi de faire plein de choses. J'avais vu ce que vous aviez fait sur Gala avec les masques, que vous aviez mis une partie de votre inventaire à disposition d'annonceurs, que vous êtes bon sur la publicité, vous avez des bons produits. De l'extérieur, Prisma, c'était pour moi le groupe sain qui marche bien. Alors il y a forcément des fails, on en connaît quelques-uns, mais l'idée c'est pas de vous afficher. Et donc là, ce rachat qui arrive d'un coup, qui était un peu une surprise. Alors je suis pas dans le sein des saints, j'imagine peut-être des personnes le savaient. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, voilà, Prisma n'intéresse plus Bertelsmann, M6 l'a pas racheté, et puis on assiste un peu à ces rachats par des milliardaires qui diversifient leur activité. C'est quoi? C'est un constat d'échec au final du modèle qui n'arrive pas à aller au-delà de la crise de la pub et de la crise de lecture. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Alors, c'est évidemment compliqué, on va dire, de commenter, on va dire, un process de potentiel rachat. On parle encore en potentiel parce que là, le closing n'est pas encore fait. Il y a encore, voilà, le retour des partenaires sociaux et aussi des autorités anticoncurrentielles. Donc, juridiquement, voilà, donc je ne suis pas C'est encore du conditionnel, mais Oui, enfin, voilà. on sent quand même que Bertelsmann, au final, voilà, ça ne les intéresse plus et ou se reconcentrent même sur leur propre marché en Allemagne et d'autres actifs. Bolloré qui arrive, donc c'est la fin vraiment de la période entre guillemets allemande de Prisma qui perd un peu son actionnaire principal. Alors je me doute bien que tu vas pas nous donner des infos confidentielles, etc. Mais c'est quoi ton sentiment là-dessus? Bah, je pense que ce qui était quand même communiqué aussi, comment dire, en interne chez nous, je pense que c'est très clair et c'est compréhensible, c'est que et Bertelsmann et Vivendi d'ailleurs ont la même vision, qui est pour que dans les années à venir, des groupes médias pour prospérer, il faut être champion national dans plusieurs catégories médias, idéalement dans un maximum de catégories. Ils ont la même vision, Vivendi et Bertelsmann. Pour Bertelsmann, c'est le cas en Allemagne, où ils ont créé plein d'alliances entre les différentes filiales, un petit peu à la Disney, tu vois, à la fois sur les contenus, la monétisation, Ad Alliance, Content Alliance. Vivendi est extrêmement fort, pareil en France, avec plusieurs catégories dans la musique, le gaming, le pay La TV, télévision, la Canal+. télévision, voilà, donc le livre et du coup en fait à la limite sur en tout cas vraiment sur le papier, pour moi ça a beaucoup de sens en fait Prisma dans cette nouvelle famille. Une fois, on va dire, le pavillon éventuellement passé donc de pavillon allemand au pavillon français, il y a vraiment beaucoup de peut-être synergie sur les contenus à imaginer. Donc
moi, je trouve ça personnellement assez excitant en fait d'imaginer les choses. Je vois aussi auprès des jeunes collègues chez nous en fait dans le groupe avec qui on a parlé, ils sont super excités parce qu'en fait ils n'ont pas l'historique forcément, ils connaissent pas l'époque Axel Gans ou Bertelsmann, même si c'est la maison mère, ils travaillent en France chez Prisma, c'est assez abstrait. Et là, ils voient tout simplement en fait des belles marques chez Vivendi en France avec qui peut-être on pourra imaginer des trucs chouettes. Et donc c'est plutôt très positif, vraiment pour l'instant perçu en interne. Les étrangers, je sais pas qui quittent la France, je suis pas sûr de pouvoir vraiment le commenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être un groupe média aujourd'hui très très fort face aux GAFA. Tu le disais toi-même, et d'être présent dans plusieurs catégories. En fait, ça permet vraiment de jouer sur plusieurs tableaux, les différents contenus. Et Pourtant, moi, en tant que, oui, effectivement, peut-être un produit un peu Bertelsmann by Design, je trouve ça vraiment excitant, en fait, de pouvoir travailler sur plusieurs catégories. Et pour un Prisma, en plus, c'est plutôt toi, tu disais que plus on vit, c'est plutôt un compliment, je trouve, de miser justement sur cette histoire de transformation, d'être très très fort en digital. Et voilà, les retours que j'ai entendus, c'était plutôt une reconnaissance, on va dire, de ce parcours. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui à ce stade. D'accord, écoute, c'est très clair. De toute façon, on va suivre ça, évidemment, comme tout le monde dans ce marché, de près. On verra sur les confirmations de prix, de rachat, etc. Et je me doute bien que tu les commenterais pas, donc je t'en parle, je t'en parle même pas. Et donc, c'est pas signé, donc il y a rien d'opérationnel. T'as pas encore rencontré de personne de l'équipe de Vivendi pour 2021. C'est juridiquement très très encadré, ce type d'opération, exactement. Tu as raison. Très clair. Écoute, Philippe, merci de ton temps. Je vais te libérer parce que tu avais une contrainte que tu m'avais indiquée au début. Merci de ta transparence sur tous ces sujets. Hâte de voir si voilà comment tu vas poursuivre aussi toi ton aventure au sein. Je pense que voilà t'as une belle connaissance de la boîte et ce serait bien dommage de s'en passer et on sent une belle énergie. On va suivre ça. Bravo pour ton travail, ta réussite chez Prisma. Encore une fois, c'est pas de la comment dire, c'est pas juste te passer de la pommade, mais de l'extérieur pour avoir travaillé un peu avec vous. Prisma, c'est une vraie belle boîte. J'ai des copains qui y bossent et qui sont vraiment contents. Donc ça fait partie de ces groupes où il y a encore le care pour les gens, tu t'en parlais, etc. Voilà, j'espère que ce rachat de Vivendi sera quelque chose de positif. On a eu des cas plus négatifs, la convergence des médias, Altis, t'as vu ça de près. Donc je veux pas du tout être l'oiseau de mauvais augure, c'est une belle boîte. Je te souhaite le meilleur et puis au plaisir de te rencontrer IRL quand on aura enfin l'occasion de pouvoir sortir, comme on le disait. Adorable. Un grand merci François, c'est un plaisir d'échanger. Merci Philippe, passe une très bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, en parler, commenter et le noter. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!